Monsieur Zamboni, il commence à faire un Covid dès le début de l'épidémie, c'est-à-dire au début du mois de mars 2020. Il monte à 41-42 de fièvre, il a de la diarrhée, il vomit. Sa femme appelle le SAMU Centre 15 en expliquant sa situation et on lui dit non, on vient pas le chercher. Donc tout ça dure plusieurs jours, elle appelle, elle rappelle, etc. On refuse de le prendre en charge. Alors même qu'elle décrit la gravité de ses symptômes. Le 5e jour, elle le met dans la voiture avec leurs enfants, ils ont de petits enfants. Elle va jusqu'à Mercy, au CHR. Elle s'arrête sur le parking, elle entre à l'accueil des urgences, elle dit voilà, mon mari est dans la voiture, voilà, etc. et tout. Mais madame, attendez sur le parking, on vient vous chercher. Au bout de presque 3 heures, ne voyant personne venir, elle retourne aux urgences et on lui dit non, rentrez chez vous, téléphonez au SAMU Centre 15 et débrouillez-vous. Alors Bertrand, tu m'as fait une sacrée surprise parce que j'ai découvert en lisant les journaux que tu étais à l'origine de cette mise en examen de Buzyn, d'Agnès Buzyn, et moi je pensais comme ça, enfin tu vois, que c'était l'avocat des divisions qui était dans tout ça. Et j'ai regardé ça avec un peu de distance, et puis après, je t'ai vu apparaître, BFM, machin, t'es passé un peu partout. Donc, je voudrais que tu me racontes avec le recul, enfin, qu'on revienne sur la jeunesse du dossier, sur les réactions. J'ai lu l'hallucinant, mais j'hallucine toujours quand je lis le Journal du Dimanche, qui est quand même le premier, c'est la Pravda, la Pravda macronienne. J'ai lu tout ce qui a été écrit par ces journalistes. Il y a 6 pages quand même, dimanche. Et puis, enfin, bref, je voulais me renseigner puis voir avec toi. Là, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de tout ça, expliquer aussi cette procédure devant la cour et pourquoi toi tu passes et les autres passent pas, quoi. Voilà. Enfin, puis on va discuter un peu à bâton rompu si tu veux bien. Alors, pour ce que je sais, d'abord sur l'importance de l'affaire, le procureur général près la Cour de cassation avait affirmé il y a très peu de temps, il avait dit que plusieurs milliers de plaintes avaient été déposées à la Cour de justice de la République en rapport avec la crise de la Covid-19. Monsieur Molins. Dans ce rapport de force entre les politiques et la justice, il y a un exemple très concret et très important, ce sont les plaintes concernant le Covid. Oui. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a tant de plaintes de citoyens contre notamment des ministres ? Mais c'est un phénomène qui est nouveau, je pense, qui est certainement dû au développement des modes de communication et d'Internet, qui affecte la Cour de justice de la République. Effectivement, il y a des milliers de plaintes qui arrivent. Des milliers ? Oui, des milliers. Et l'autre jour, sur Europe 1, Madame Catherine Ney a dit, dans l'émission Mediapolis, c'est une information dont elle dispose et que moi j'ignorais, qu'il y a eu 13 000 plaintes déposées à la Cour de justice et sur les 13 000 plaintes, 9 ont été retenus, dont la mienne. Et quand j'ai déposé la plainte dans l'intérêt de Monsieur Zamboni devant la Cour de justice, quelque temps plus tard, j'ai eu un coup de téléphone de Madame Jeannine Drey, qui est la présidente de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui par ailleurs est présidente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui m'a appelé pour me dire qu'elle considérait que ma plainte était solide, qu'elle était sérieusement argumentée, et que elle allait être retenue par la Cour de justice de la République. Elle m'a ensuite, à l'occasion d'un deuxième appel téléphonique, elle m'a demandé de caractériser la faute des ministres, ce que j'ai fait dans un courrier. Et donc, il semblerait que la plainte que j'ai déposée était une plainte qui était bien charpentée, bien argumentée, et qui fait partie donc des 9 plaintes qui ont été retenues. Parce que tu dis il y en a 13 000, parce qu'effectivement, moi j'étais resté en lisant la presse dans l'idée qu'il y avait une plainte collective qui avait été organisée par Maître Divisio, là, et que celle-là n'a pas été retenue. J'ai pas d'infos, mais pour ce que je sais, parce que quand j'ai été saisi de ce dossier par Monsieur Zamboni, j'ai appelé mon confrère Divisio pour discuter avec lui. Et ce qu'il m'a dit à l'époque, mais c'est déjà ancien, c'est que lui avait été essentiellement saisi par des collectifs de médecins. Les partis qu'il représentait étaient, de mémoire, il m'avait dit, beaucoup des médecins et pas tellement des malades. Or, moi, le personne que je représente est un malade, quelqu'un que je t'en parlerai tout à l'heure, qui a été très gravement malade. Donc, avant, sur la procédure, les 9 plaintes qui ont été retenues sont toutes, d'après ce que tu en sais, des plaintes similaires à la tienne, des plaintes avec des cas concrets de malades, ou il y a d'autres cas? En fait, je n'en sais rien.
Alors, il faut savoir que devant la Cour de justice de la République, il n'y a pas de constitution de partie civile possible. Donc, l'avocat représente son client, il fait la procédure, etc. Mais ensuite, il n'a pas accès au dossier. D'accord, parce que j'ai vu que Agnès Buzyn et son avocat avaient l'air très très surpris en disant, parce qu'il y a comme une sorte de mini-instruction qui précède la mise en examen, où les personnes mises en cause ont le temps de développer des arguments et de contrer, enfin, et elle espérait, enfin, elle avait peut-être sans doute elle et le gouvernement, parce qu'on sent que le gouvernement est quand même très ennuyé par cette procédure, n'imaginait pas que la Cour de justice les mette en examen. Bah oui, j'imagine que non, mais la logique voudrait que Olivier Véran suive. Hein. Oui, je sais. Véran va suivre, peut-être Salomon, non? Alors moi, j'ai pas déposé plainte contre M. Salomon, j'ai déposé plainte uniquement contre les deux ministres. Je n'ai même pas déposé plainte contre le Premier ministre, contre Édouard Philippe, parce que quand j'ai pris le dossier, je me suis dit, bon, je fais du droit pénal, il faut que je démontre un lien direct entre la faute supposée et le préjudice, les conséquences de la faute pénale. Et donc, comme tout ce que j'analysais remontait jusqu'au ministère de la Santé, mais pas au-delà, j'ai considéré que voilà, j'allais pas taper dans le tas, et donc j'ai visé uniquement les deux ministres et pas Édouard Philippe, et j'ai pas visé M. Salomon non plus. Mais d'ailleurs, M. Salomon, lui, il relève pas de la Cour de justice de la République, il relève d'une plainte ordinaire. Mais par ailleurs, j'ai également déposé une plainte ordinaire, si je puis dire, mais là entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. J'ai déposé les deux en même temps. Et la plainte à Metz, elle vise le SAMU Centre 15, le CHR Metz-Thionville et la Direction générale de la santé. Pour la même affaire, donc on pourrait maintenant rentrer peut-être plus dans que tu nous racontes que la genèse, comment ça s'est passé. Donc un monsieur qui s'appelle Zamponi, son âge, ou son épouse t'appelle. Oui. À quel moment ils t'ont appelé? Comment Alors je vais te parler entièrement de mémoire parce que tu m'as pas prévenu que j'ai donc pas le dossier sous les yeux. Mais ils m'ont contacté il y a un an à peu près. Je crois qu'on devait être à la rentrée 2020. Et quand Monsieur Zamboni est entré dans mon cabinet, il était un peu handicapé, si je peux dire, parce qu'il avait une jambe qui était peu mobile. Il avait une moitié du corps qui était peu mobile. Je précise que cet homme a 40 ans, qu'il est ceinture noire de karaté et qu'il était moniteur de karaté. Donc un homme en pleine force de l'âge, en très bonne condition physique, très sportif. Et pourtant, il a fait une forme de Covid gravissime. Donc ils prennent contact avec moi, ils m'expliquent ce qui s'est passé. Donc je vais te le raconter. Donc Monsieur Zamboni, il commence à faire un Covid, ou une Covid, puisqu'il semblerait que ça soit féminin, dès le début de l'épidémie, c'est-à-dire au début du mois de mars 2020. Et très rapidement, la maladie chez lui prend une tournure très inquiétante, puisqu'il monte à 41-42 de fièvre, il a de la diarrhée, il vomit. Et donc sa femme appelle le SAMU Centre 15 en expliquant sa situation, et on lui dit non, on vient pas le chercher. Ce qui semblerait que compte tenu de son âge, etc., on ne vient pas le chercher. Donc tout ça dure plusieurs jours, elle appelle, elle rappelle, etc. On refuse de le prendre en charge, alors même qu'elle décrit la gravité de ses symptômes. De mémoire, le 5e jour, elle le met dans la voiture avec leurs enfants, ils ont de petits enfants, donc lui est gravement malade. Elle va jusqu'à Mercy, au CHR, elle s'arrête sur le parking, elle entre à l'accueil des urgences, elle dit voilà, mon mari est dans la voiture, voilà, etc. et tout. Mais madame, attendez sur le parking, on vient vous chercher. Au bout de presque 3 heures, ne voyant personne venir, elle retourne aux urgences et on lui dit non, rentrez chez vous, téléphonez au SAMU Centre 15 et débrouillez-vous. Donc c'est ce qu'elle fait, elle le ramène au SAMU, chez eux, elle rappelle et toujours on refuse de venir le chercher. Elle habite Thionville ou elle habite où? Ils habitent dans la région autour de Metz. Et donc le 6e jour, son mari lui dit « je vais crever ». Donc elle rappelle le SAMU, elle dit « voilà, mon mari vient de me dire « je vais crever ». Et là, on vient le chercher. Et donc 15 jours de coma, intubation, pronostic vital engagé. Et donc il s'en est sorti, heureusement. Il a eu des séquelles, il a encore une séquelle, un pied, qui est toujours insensible et avec des difficultés de mouvement. Et donc la question que nous nous posons d'abord, c'est celle que j'ai indiqué dans toutes mes interventions, c'est depuis quand, en France, on refuse de soigner les gens quand ils sont malades? Depuis quand on appelle le SAMU ou quand on va aux urgences et qu'on explique qu'on a 41-42 de fièvre, qu'on vomit, qu'on a de la diarrhée, depuis quand on refuse les gens? C'est écrit où, ça? Moi, ça m'a scandalisé. Et je pense que ça pose une question fondamentale sur la manière dont les pouvoirs publics, les pouvoirs de santé publique ont abordé cette épidémie.
avec l'idée qu'on pouvait pas soigner les gens, sauf quand ils arrivaient à l'état extrême où il fallait les hospitaliser pour les mettre sous oxygène, voire les intuber. Et donc, Monsieur Zamboni, avec son épouse, m'ont demandé ce qu'on pouvait envisager. Et il m'a semblé qu'on était face à une infraction ou des infractions, donc qui relèvent donc du droit pénal. Et donc le fait de ne pas avoir pris des mesures contre un sinistre, etc. Bon, et la Cour de justice de la République a retenu plutôt la mise en danger d'autrui. Hein. Alors la différence, c'est que la mise en danger d'autrui est punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, alors que le fait de ne pas avoir agi pour lutter contre un sinistre, c'est le double, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ce que présuppose ta procédure et la manière dont tu as conduit cette procédure judiciaire, c'est que, selon toi, ces dysfonctionnements qui semblent avérés, enfin d'après l'histoire que tu racontes, sont, au-delà de l'hôpital ou du SAMU, le fait de directives, d'ordre, ou en tout cas d'une ambiance qui mène au ministre. Oui, alors, notamment lorsque la commission d'instruction m'a demandé de caractériser la faute des ministres. Alors c'est dommage, j'ai pas la lettre sous les yeux, donc j'ai fait des recherches pas grave, très précises de mémoire. Et au début de la crise de la Covid-19, il a été décidé au niveau du ministère de la Santé d'organiser l'accueil des malades en fonction des capacités d'accueil, du nombre de lits. Et donc pour arriver à ce résultat, il y a d'abord une sorte de mémento qui a été envoyé aux hôpitaux en disant voilà, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Voilà comment vous devez prendre les malades. Donc prendre en charge les malades. Donc les directives ont été très précises. Et ensuite, chaque jour, et ça, à ma connaissance, je suis le seul à l'avoir indiqué dans mon dossier, mais je l'ai appris par une source que je garderai secrète, mais qui est très renseignée, hein, puisque c'est une source hospitalière, si je puis dire. Les hôpitaux recevaient tous les jours ce qu'on appelle des MARS. Donc ce sont des messages. Alors ça veut dire, alors je l'ai pas sous les yeux. On a entendu parler, oui. Ouais, ça veut dire, ce sont des messages rapides sur les questions de santé. Enfin, j'ai oublié l'acronyme. L'acronyme c'est MARS, mais je sais plus très bien. Mais donc ce sont des instructions qu'ils recevaient tous les jours sur la manière dont ils devaient appréhender et prendre en charge les malades. Bon, voilà. Donc ça veut dire que ça a été piloté. Qui sont liés au taux de malades, au remplissage des hôpitaux. Oui. Chaque jour dans cette épidémie, ça bougeait, et il fallait il y avait des directives qui venaient de la Direction générale de la santé qui imposaient des fonctionnements aux hôpitaux. Des critères de prise en charge. Bon, alors on sait bien à travers cette crise, en fait, c'est un révélateur de la crise du système hospitalier. On a cessé depuis probablement des décennies de diminuer le nombre de lits. On a voulu privilégier l'hospitalisation de jour, la chirurgie, la médecine ambulatoire. On connaît tout ça. Donc les lits n'ont cessé d'être supprimés. Et donc le jour où on se retrouve face à une épidémie avec un afflux très important de malades, on n'est pas capable de prendre en charge. Et du coup, on met en place des critères de prise en charge ou de non prise en charge. Une responsabilité assez directe, évidemment, de l'appareil politique, quoi. Enfin. Et c'est vrai qu'on se dit derrière Buzyn, il y a effectivement le Premier ministre, et derrière le Premier ministre, il y a le Président de la République. Si on est dans parce que je vais te lire après est-ce que tu as lu l'éditorial d'Hervé Gattegno, l'inénarrable Hervé Gattegno, le patron du JDD, de Match, l'homme de Lagardère et de Bolloré? T'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, non, mais d'abord, est-ce que tu as écouté, au-delà de Gattegno, c'est la quintessence quand même de la manière dont des titulaires de cartes de presse prennent la défense aveuglément de ce gouvernement. Dès qu'on les attaque, tu as toujours des petits soldats qui arrivent et qui... Donc Gattegno fait un édito, mais il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, écoutez, moi je partage de ce qu'a dit mon collègue et député Antoine Savigna. Je pense que ça aurait été mieux à la fin de cette crise sanitaire, et je m'interroge beaucoup sur ces mises en examen et cette judiciarisation accrue de la vie politique française. La vérité, c'est que quand on est un responsable politique, il y a forcément de l'action, des risques, et moi je ne partage pas cette volonté totalement exagérée de toujours tout judiciariser, tout mettre devant la justice. Non, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, et je le regrette vivement. Si tu regardes les plateaux télé, tu as regardé un petit peu la manière dont on dit que c'est effrayant, que la France est le pire pays du monde, que même quand Trump, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Buzyn, elle a dit même Trump, quand il conseillait de dire aux gens de boire l'eau de Javel, il n'a pas été poursuivi, et moi qui humblement essaie de faire mon travail, etc.,
on me traîne dans la boue. Enfin, t'as suivi un peu ce débat-là? Oui, ça j'ai entendu. Mais d'ailleurs, sur LCI, samedi en fin d'après-midi, j'avais face à moi l'ancien conseiller de Sarkozy, là, quand même, Monsieur comment il s'appelle? Guénaud, non. Enfin, j'ai oublié Oui, son nom. Henri Guénaud. Henri Guénaud, oui. Et alors lui avait l'air scandalisé et il m'a dit qu'il fallait pas confondre l'État et le droit, que dans l'État de droit il y avait certes le droit, mais il y avait l'État. Sous-entendu, l'État est au-dessus du droit. Donc je lui ai fait un petit cours de philosophie du droit sur qu'est-ce que c'est qu'un État de droit, enfin la conception moderne de l'État de droit. Il n'a pas dû apprécier ce qu'il Non, il n'a pas apprécié du tout. Non, j'ai vu à sa tête qu'il n'a pas apprécié du tout. Mais effectivement, ce qu'on ressent, c'est que les puissants, les importants, ne supportent pas l'idée qu'on puisse venir leur demander des comptes. Alors moi, en plus, si tu veux, je te parle très librement parce que je savais pas que je savais pas que tu faisais partie, donc on se connaît bien. Tu as même écrit pour Blas 2 chroniques qui ont été remarquées. 3 chroniques. Tu étais mon avocat dans l'affaire du média où les 3 types là, qui m'ont diffamé sont mis en examen, enfin, etc. On est copains. T'es l'ancien maire de Thionville. T'as eu ta carte au PS, c'est pas pour ça qu'on est copains, c'est parce que voilà, on est copains. Et donc quand j'ai découvert c'était toi, j'étais assez content parce qu'au départ, quand j'ai vu qu'ils étaient mis en examen, ma première réaction était de me dire enfin la France se démocratise quoi. Dans des pays scandinaves ou quand il y a ce genre d'affaires, ça n'effraie personne de se dire bah ouais, un ministre est responsable. Même en Suisse, qui est une démocratie finalement plus saine que la nôtre, tu vois, il y a pas ces cris, il y a pas cet énervement. Il y a une chaîne de responsabilité et les politiques sont quand même responsables de leur politique quoi. Et donc après les tribunaux décideront, mais je veux dire cette procédure n'a rien ni d'illégal ni de moralement répréhensible, etc. Et donc là quand même, donc je te cite cet édito parce que je trouve que dans les poncifs, l'accumulation d'erreurs, excuse-moi, il y a un peu de bruit chez moi. On touche quand même le fond, quoi. Alors il commence en disant ça: la France est le seul pays au monde où un responsable public est traduit devant la justice pénale pour sa gestion de la crise sanitaire. L'épidémie de Covid-19 ayant frappé la quasi-totalité de la planète et les gouvernements l'ayant affrontée comme ils ont pu, avec des hésitations compréhensibles et des errements comparables, faut-il en déduire que nos dirigeants ont fait pire qu'ailleurs ou que nos juges sont plus perspicaces ? Demande-t-il. Et il répond: d'évidence, ce n'est ni l'un ni l'autre. Avec la mise en examen d'Agnès Buzyn, une étape nouvelle est franchie dans le conflit de pouvoir entre la magistrature et le monde politique. Contrairement à ce que croient les jobards et disent les démagogues, cette offensive ne nous place pas aux avant-postes, mais à l'arrière-garde de la démocratie. Elle est à la fois déraisonnable, déloyale et dévastatrice. C'est ahurissant. Ça va très très loin, oui. Donc les mêmes qui se déclarent admirateurs de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, dès lors que cette séparation des pouvoirs est mise en œuvre, alors là, ça ne leur va plus. Je rappelle que dans la Constitution de la Ve République, la justice n'est pas un pouvoir, elle est une simple autorité. Ce qui d'ailleurs constitue une anomalie par rapport au principe fondamental d'organisation des pouvoirs publics qui devrait normalement présider à l'organisation des choses, et donc le principe de la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, il y a un an, au moment où mon confrère Dupond-Moretti est devenu ministre de la Justice, j'ai publié sur Mediapart un texte que j'ai appelé adresse au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je lui disais que il avait l'occasion d'engager une réforme historique qui aurait été celle qui, et bien sûr, il ne va pas le faire, qui aurait consisté à enfin élever la justice au rang de véritable pouvoir juridictionnel pour être en conformité avec l'esprit des lois, justement, enfin l'esprit des lois de Montesquieu, et de faire de notre démocratie une véritable démocratie équilibrée. Alors, pour tous ces gens-là, la justice doit être un pouvoir, même pas un pouvoir, enfin quelque chose de subalterne, et qu'elle ose s'en prendre à un autre pouvoir, enfin aux actions engagées dans le cadre des missions des 2 autres pouvoirs et là donc de l'exécutif. Alors ça, pour eux, c'est incompréhensible. Alors ils confondent 2 choses. Il appartient aux citoyens, au moment des élections, de se prononcer sur les politiques qui ont été mises en œuvre. C'est normal. Elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, elles leur conviennent pas. Mais on parle pas de ça. On parle d'infraction pénale. Est-ce qu'il connaît le dossier? Est-ce qu'il a eu accès au dossier? Et le dossier, il n'est pas instruit par un jeune magistrat qui sort de l'École nationale de la magistrature. Il est instruit par une commission d'instruction qui est présidée par la présidente de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un des plus hauts magistrats de France, les plus expérimentés. Et donc voilà ces journalistes qui se permettent de porter une appréciation sur un dossier dont ils ne savent rien
et qui est instruit par un magistrat particulièrement expérimenté et compétent. Je sais pas. En plus, Madame Buzyn, elle n'est pas condamnée. Elle est mise en examen pour une des deux infractions et elle a le statut de témoin assisté pour l'autre. Peut-être que tout cela se terminera par un non-lieu. Pour le moment, la justice enquête, c'est tout. Non, mais ce qui est amusant, c'est, enfin, moi, le JDD, je lis les dimanches pour voir jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Et chaque fois, je suis jamais déçu, quoi, parce que c'est pire que tout, quoi. Enfin, parce que là, en fait, il continue en disant que la dévastation, parce qu'il parle de dévastation, découle de tout ce qui précède. Donc, il dit il excuse un peu la gestion de la pandémie par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe, qu'il avait humblement admis, mais en prenant la haute cour, enfin la Cour de justice, il dit en jetant sur elle, donc sur Buzyn, le soupçon d'une intention malveillante, les juges de la CJR versent dans le populisme judiciaire. Ils ne peuvent ignorer qu'ils sapent la crédibilité d'une politique sanitaire déjà difficile à imposer dans un pays rétif aux injonctions, bien plus qu'aux injections. Petite blague, etc., etc. Enfin, tu vois, populisme judiciaire, etc. Les populistes, ce sont ces journalistes, quoi. Ces journalistes. Oui, bien sûr. Pas des journalistes, c'est bien sûr. Comment on peut les appeler? Des agents gouvernementaux, quoi. Des types. Oui. Alors là, on passe sur un autre débat, mais il est effectivement dans notre démocratie en train de se mettre en place quelque chose qui fait qu'à terme, on s'éloignera de plus en plus de la démocratie que l'on connaît et que l'on aime, qui forcément est plébéienne et turbulente, pour une démocratie de façade, bon chic, bon genre, où il ne sera pas acceptable de s'en prendre aux puissants, parce que finalement, c'est ça qu'ils n'acceptent pas, qu'on puisse s'en prendre à quelqu'un d'important. Bon, et je le répète, elle n'est pas condamnée. On lui demande simplement de s'expliquer. Et peut-être que tout ça terminera par un non-lieu. Bon, puis on a tous quand même en mémoire, c'est elle qui, enfin, on a quand même le sentiment, même si la plainte que tu déposes, parce que en fait la plainte elle est très concrète, c'est le cas de ce monsieur Zamponi, mais on a tous en mémoire ce que Agnès Buzyn a dit au Monde, le fait qu'elle était visiblement parfaitement informée de la dangerosité et de la viralité du virus très tôt et qu'elle l'a tue. Donc ça, c'est un réel problème aussi. Mais le procès en fait qui est intenté n'abordera pas directement cette question. Non. La question qui est posée, c'est de savoir si la manière dont le ministère de la Santé a piloté les hôpitaux a été conforme à ce que cela devait être, compte tenu du risque qui pesait sur la population, et est-ce que cela a entraîné des morts qui auraient pu être évitées. En gros, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il y a des morts qui auraient pu être évitées? Monsieur Zamboni, il en a échappé, mais il s'est pas passé loin. Or, on peut penser quand même raisonnablement que si il avait été pris en charge dès le premier jour ou le deuxième jour de sa maladie, où il a commencé à être très très malade, eh bien l'évolution aurait été moins péjorative. Mais là, pour le coup, on entre dans un autre débat qui est celui dont, c'est la question de savoir comment est-ce que les médecins ont voulu appréhender cette maladie dès le début. Moi, je me rappelle quand même qu'on nous a dit qu'on pouvait pas soigner les gens. Ce que je trouve quand même étrange, de dire qu'on peut pas soigner les gens, sauf quand ils en arrivent au point de la détresse respiratoire. Et ça m'a toujours choqué, qu'on puisse dire ça. Voilà. Il y a ça. Et puis, est-ce que tu n'as pas le sentiment aussi que ce débat-là, parce que c'est un vrai débat, il y en a eu partout, sur l'attaque invraisemblable contre la ministre, etc. est lié aussi à l'attitude de ce gouvernement qui a quand même brisé tous les contre-pouvoirs possibles, quoi. Donc, il ne reste plus aujourd'hui d'envisageable et de possible au niveau, on va dire au niveau étatique, qu'une confrontation entre la justice et le politique, quoi. C'est-à-dire que tous les corps intermédiaires et toutes les personnes, les experts ou les gens qui peuvent avoir voix au chapitre, et le Parlement surtout. Le Parlement aussi, surtout le Parlement. Ont disparu du fait du prince et du fait d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est surtout le Parlement. Quand le président de la République vient à la télévision et qui dit voilà, il va y avoir un pass sanitaire, ça va se passer comme ci, comme ça, etc. Alors que le projet de loi n'est même pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, on se dit que l'Assemblée nationale est devenue une simple chambre d'enregistrement et donc elle ne joue plus son rôle de contre-pouvoir justement. Et donc, faut pas s'étonner que la justice, elle, continue de le jouer quand elle peut, avec le peu de moyens dont elle dispose d'ailleurs. Et il y a un de tes collègues aussi, je ne sais pas, c'est toujours dans le formidable journal du dimanche que tu devrais lire parce que il y a Claude Évin qui fait une interview, avocat, ancien ministre de la Santé. Tu l'as vu cette interview? Non, mais j'ai pas lu le JT des dimanches. Je le lis parfois, mais pas tous les dimanches. Non. Il prend la
la défense totale de Buzyn en disant qu'il y a une instrumentalisation politique de la justice, il pointe la difficulté d'enquêter en période de crise sanitaire, et il trouve cette procédure complètement unique, et il dit que elle servira pas à apaiser la douleur des victimes, a fortiori si elle n'aboutit pas. Et il est très éloquent dans sa défense d'Agnès Buzyn, quoi. Alors que lui, il faut se souvenir du sang contaminé, il n'était pas directement lié à ça, mais il est passé entre les gouttes, lui. Mais il y a eu quand même, les socialistes n'ont pas échappé à des procédures assez lourdes qui étaient un peu normales. Et lui, de mémoire, il a échappé à la Cour de justice, Evin. Oui, il me semble. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de condamnations par la Cour de justice de la République. Non. Le dernier à avoir été condamné de mémoire, c'est Monsieur Urvoas, l'ancien garde des Sceaux, qui a été condamné par la Cour de justice pour avoir révélé avoir communiqué des informations confidentielles dans le cadre de l'affaire Sarkozy. Une histoire de corruption, il avait donné des voilà. Des choses comme ça. Oui, non, mais je sais, mais l'actuelle présidente de la Banque centrale européenne, elle a été reconnue coupable dans l'affaire Tapie, mais elle a été dispensée de peine, ce qui est quand même assez étrange. Hein. Voilà, mais donc il faut pas oublier que la formation de jugement de la Cour de justice de la République est composée de parlementaires, et que donc là pour le coup, on en arrive à un niveau politique où on voit bien que les décisions ne sont plus à proprement parler judiciaires et juridiques. Alors, tu vois, il y a à la critique d'une sorte d'agenda caché de juges un peu rouges qui auraient utilisé cette procédure parce qu'on est en période pré-présidentielle, ce qui est dit par certains journalistes, et dans la défense au niveau de la République en marche, j'ai entendu certains députés dire ça. Tu réponds quoi à ça? Que ce sont des juges rouges? Non, que les juges auraient délibérément procédé à cette mise en examen et auraient une sorte d'agenda caché pour la présidentielle. Ils auraient retardé cette mise en examen, en sachant qu'il y a la présidentielle. Et d'ailleurs, on voit bien dans les réactions que la République en marche est très ennuyée par cette procédure. Ouais, alors ce matin, j'ai une de tes consoeurs de Libération qui m'a téléphoné pour discuter avec moi, et elle me dit que l'argumentation que développe le pouvoir, c'est qu'en fait, les plaintes ont été déposées pour des raisons politiques, et que donc, derrière les plaintes, il y a des arrière-pensées politiques. Bon, tout ça est complètement fantaisiste. Quant aux magistrats, alors là, mon intime conviction, c'est qu'ils n'ont aucun agenda politique et aucune préoccupation politique dans cette affaire. Moi, j'ai déposé la plainte et elle a suivi son cours normalement. Elle passe d'abord par un premier filtre, qui est la commission des requêtes, qui regarde la recevabilité, puis ça part à la commission d'instruction, qui fait son travail. Voilà. Je pense vraiment que les choses avancent de manière totalement indépendante du calendrier politique. Donc voilà, je trouve, vraiment que des élus, des ministres, des gens qui occupent des responsabilités imminentes dans l'État puissent mettre en cause à ce point l'impartialité de la justice et des magistrats, c'est quand même une atteinte grave au principe de la séparation des pouvoirs et du bon fonctionnement des pouvoirs publics. On parle quand même de la justice, et là, en plus d'une justice de très haut niveau. Donc, si on met en doute l'impartialité des juges à ce niveau-là, comment veux-tu ensuite que les gens aillent se faire juger par le tribunal correctionnel pour des petites infractions, où parfois ils prennent des condamnations d'ailleurs assez sévères, contrairement à ce qu'on nous raconte, puisqu'ils entendent que les puissants, eux mettent en doute et en cause l'impartialité de la justice. Donc je trouve que c'est pas très responsable, de tenir des propos pareils. Non, donc tu vois, c'est bien de t'interviewer un peu après les autres, parce que j'ai entendu les arguments du pouvoir. L'un d'eux est de dire, alors j'aimerais que tu y répondes, de dire que c'est assez facile aujourd'hui de se lancer dans ce type de procédure parce qu'on a une connaissance de la maladie un an ou un an et demi plus tard, où là, Monsieur Zamponi, c'était il y a un an, tu dis, mais que la plainte aurait été déposée en ayant connaissance de ce qu'était la maladie, et que c'est pour ça que Buzyn, à l'époque, elle pouvait pas savoir, donc elle est forcément innocente. Mais il n'a pas déposé plainte en fonction de la connaissance qu'il avait de la maladie. Il a déposé plainte parce qu'il n'accepte pas, il ne comprend pas qu'on a refusé pendant 6 jours de le soigner.
C'est simple, hein, c'est quelqu'un qui est venu me voir en me disant, moi, j'accepte pas qu'on m'ait laissé pendant 6 jours dans un état aussi grave et qu'on ait refusé de, faut quand même comprendre ce que ça veut dire, quoi. Le type a 41, 42 de fièvre, il est gravement malade, il vomit, il a de la diarrhée, etc. et tout. Et des médecins lui disent, non, on vous soigne pas. Non, mais alors, donc voilà, et comme il semblerait que tout ça se tient d'un bout à l'autre, eh ben, on a mis en cause la responsabilité des ministres parce qu'on s'est dit, on va pas simplement mettre en cause les médecins. Si eux ne faisaient qu'appliquer des consignes qui leur étaient données d'échelon supérieur, donc on met en cause tout le monde d'un bout à l'autre de la chaîne, et puis après la justice enquêtera et le dira. Et la preuve, d'ailleurs, je te le disais au début de notre entretien, nous n'avons pas déposé plainte contre le Premier ministre. Si j'avais dit à monsieur Zamboni, écoutez, pour moi, il faut mettre le Premier ministre dans la cause, il m'aurait dit, bon, faites-le. Mais moi, en mon âme et conscience, je me suis dit, j'ai pas d'éléments dans mon dossier, dans ce que j'en connais, pour estimer que le Premier ministre a une responsabilité directe. Je me suis arrêté au niveau du ministère de la Santé. Donc, il n'y a aucune volonté politique dans cette histoire. Et alors, un autre argument que j'ai entendu, c'était avec ce type de procédure, on va paralyser toute action. Oui. Tout le monde aura. Voilà. Monsieur Guénaud m'a servi cet argument-là sur le thème, mais vous comprenez, si on met en cause la responsabilité pénale des ministres, on trouvera plus de candidats pour être ministre. Alors là, je le rassure, à mon avis, il y en aura toujours. Et puis, ils n'oseront plus agir. Alors là, je dois dire que les bras me sont tombés le long du corps. Je trouve ça incroyable. Donc ça veut dire qu'en gros, ils réclament une impunité, une immunité et une impunité, parce que sinon on fait plus rien. Et puis en plus, je lui ai répondu que lorsqu'on exerce des responsabilités publiques, il faut être courageux. Hein. Les maires, d'ailleurs, j'ai été maire, n'ont aucune immunité, aucune protection. Ils relèvent des juridictions ordinaires s'ils commettent une infraction pénale dans l'exercice de leur mandat. Les ministres, eux, ont au moins cet avantage d'une juridiction spécialisée, la Cour de justice de la République. Mais comment ose-t-on dire une chose pareille? Ça veut dire que pour les puissants, les importants, il y aurait une immunité, une impunité lorsqu'ils commettent une infraction pénale dans l'exercice de leur responsabilité, parce que si jamais on devait les poursuivre et les condamner, alors on ne trouverait plus de candidats pour exercer ces responsabilités, et ceux qui daigneraient encore bien vouloir les exercer ne prendraient plus aucune décision un peu difficile parce que ils auraient peur. Mais c'est ça leur conception de la République? C'est ça leur conception de la République? Mais c'est incroyable. Au niveau de c'est un détail technique, mais il a son importance. Tu l'as dit un petit peu au début, mais cette Cour de justice de la République, est-ce que des élus ont voté ou ont décidé, ont participé à la mise en examen de Buzyn, ou j'ai mal compris? Non, à ce stade-là, on est dans une phase totalement judiciaire. Ce sont des magistrats. La phase dont je te parlais tout à l'heure, c'est la phase du jugement, où là, ce sont des parlementaires. Mais pour le moment, ce sont uniquement des magistrats de la Cour de cassation qui sont en action. Et la composition, parce que là, j'ai un problème de mémoire, la composition de cette Cour en termes d'équilibre politique, ça donne quoi? Alors très franchement, je me suis pas penché sur la question de la juridiction de jugement. Elle est composée de députés et de sénateurs. Alors j'imagine que ça doit être dans le même rapport de même proportion que ces deux chambres, c'est-à-dire la majorité a davantage de représentants que l'opposition, mais j'imagine que l'opposition doit y être représentée également. Mais je me suis pas du tout penché sur la composition. Je ne sais pas qui la compose d'ailleurs. Et j'ai vraiment pas de préoccupation politique, et Monsieur Zamboni non plus. C'est vraiment voilà, on s'est adressé à la Cour de justice de la République parce que c'est la juridiction qui est compétente. Hein, mais d'ailleurs, moi, je serais pour qu'on supprime ces juridictions d'exception. D'ailleurs, il faut un filtre parce qu'effectivement, bon, quand on est ministre, on est particulièrement exposé, donc on peut être l'objet de plaintes de farfelus, etc. Mais ensuite, si la justice constate qu'il y a une infraction, je trouve qu'à l'arrivée, un ministre devrait être jugé par une juridiction ordinaire. Et ça supprimerait d'ailleurs ce soupçon d'entre-soi, de faveur, etc. Bon, on parlait tout à l'heure de l'actuelle présidente de la BCE, qui a quand même bénéficié d'une décision incroyable, puisque la juridiction l'a déclarée coupable, mais l'a dispensée de peine. Christine Lagarde. Christine Lagarde, voilà. Pardon pour Madame Lagarde d'avoir oublié son nom. On a des problèmes Oui, soudain, la connexion est venue. Dis-moi, j'ai une autre question qui concerne, comment dire, peut-être un présupposé. Enfin, la plainte, c'est très technique, etc. Mais est-ce que par ta plainte, ou est-ce que ton client sous-entend qu'il y aurait une forme de malveillance de la part d'Agnès Buzyn? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Le reproche qui lui est fait, c'est lequel alors?
Mais quand un avocat reçoit une personne qui est dans cette situation, la personne vient consulter l'avocat en expliquant son histoire et en demandant ce qu'elle peut faire. Donc cette personne n'est absolument pas venue en me disant je veux déposer plainte contre un tel, etc. Il m'a dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Et je lui ai dit que compte tenu d'une part de la gravité des faits, mais aussi compte tenu du fait que il y avait besoin d'enquêter pour comprendre ce qui s'était passé, parce que nous disposons de quasiment de peu de choses, de peu d'éléments. La voie pénale était la voie indiquée. Et puis je lui ai indiqué ce que je te disais tout à l'heure, c'est que s'en prendre uniquement aux exécutants, c'est-à-dire aux médecins du CHR, du SAMU Centre 15, etc., c'était pas suffisant. Il fallait prendre la chaîne de haut en bas pour savoir où se situait la responsabilité. Donc la Direction générale de la santé publique, qui elle relève aussi du juge ordinaire, et puis les ministres qui eux relèvent de la Cour de justice de la République. Donc c'est au cours de la discussion qu'on a décidé de procéder comme ça, et on s'est posé la question du Premier ministre, et on a écarté le Premier ministre, parce qu'on n'est pas dans une démarche politique. On a dit, la chaîne de responsabilité, selon nous, elle va du ministre de la Santé jusqu'au médecin régulateur du SAMU ou à l'accueil des urgences, où on l'a refusé. Et pourquoi tu t'en prends aux deux, à Olivier Véran aussi? Parce qu'à l'époque, c'était Agnès Buzyn. Alors non, quand Monsieur Zamboni vit ces moments difficiles, c'est déjà Olivier Véran qui est ministre. Madame Buzyn a déjà passé la main. Mais on considère que la manière dont les choses se sont mises en place ont été préparées quand Madame Buzyn était ministre. C'est elle qui a mis en place le fameux memento, etc. et tout. Donc voilà, on peut déposer plainte. Mais quand on dépose plainte contre une personne, on n'est pas animé d'une volonté de lui nuire, etc. On essaie simplement de comprendre les choses et on pense que elle a probablement des indications à donner sur la façon dont les choses se sont passées. Donc, on dépose plainte également contre elle. Et manifestement, on a eu raison puisqu'elle vient d'être mise en examen. C'est donc bien que la commission d'instruction a considéré qu'il y avait matière, en tous les cas, à enquêter à son sujet. Et comme j'imagine, tu as toujours des amis. Tu es encore au Parti socialiste, au fait? Ouais. Tu as encore ta carte? Ouais. Donc, tu es content, Anne Hidalgo, tout ça? Pas du tout. Mais là, on change de sujet. Je pense que la désignation de Madame Hidalgo est une erreur politique absolument fondamentale. Mais bon, honnêtement, mon ami Philippe Tarillon, ancien maire de Florange, a quitté le PS. On s'est vus samedi matin tous les deux. Je me suis dit que j'ai plus grand-chose à y faire non plus. Et ça me désole, parce que j'avais encore essayé avec Olivier Faure, j'avais soutenu Olivier Faure en espérant qu'il aurait la force et l'intelligence politique de remettre ce parti au travail, de renouer avec une pensée politique, stratégique, d'en faire un parti qui réfléchit et qui définit une ligne de nature à remettre la gauche sur les rails. Enfin bon, et je fais le constat que pas du tout, quoi. Là, le petit cinéma de la désignation de Madame Hidalgo, c'est singer ce qui se faisait dans le passé, comme si il n'était pas arrivé entre-temps, ce qui est arrivé depuis 2017. Non, mais je voulais pas te brancher sur un sujet politique. Oui, parce que là on est hors sujet. Ouais. Je voulais savoir si tes anciens amis ou si des politiques t'avaient appelé suite à cette mise en examen pour te féliciter, pour te dire bravo ou tout ça, ou pas du tout? Non. Pas du tout. J'ai eu un SMS de quelqu'un que tu connais, qui est Christian Ecker. Ouais. C'est le seul. D'accord. Ah ouais, non, mais Et au niveau toi, tu t'y attendais à la mise en examen? Tu pensais qu'elle était inéluctable ou tu sais? Oui, non, franchement, moi, je dis toujours à mes clients, quand j'engage mes clients sur quelque chose, je le fais pas si je me dis que c'est perdu dès le départ. Je leur dis, écoutez, c'est pas la peine. Ça m'arrive de dire, écoutez, non, là, franchement, votre truc, ça tient pas. Après, il y a des cas où on se dit, bon, peut-être, mais c'est pas sûr. Alors, je leur dis, écoutez, si vous voulez vraiment, on le fait. Je vous préviens, je vous garantis pas le résultat, mais bon. Et là, quand j'ai conseillé à M. Zamboni d'y aller, oui, je pensais que voilà, il y avait matière à le faire très sérieusement, sinon je lui aurais déconseillé. Et là, quel pronostic tu fais? Enfin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Combien de temps ça va prendre? Je pense que ça va prendre encore du temps. Procédure. Ouais, je pense que ça va prendre encore du temps. Alors, je le répète, devant la Cour de justice de la République, Monsieur Zamboni n'a aucun intérêt personnel puisqu'il n'y a pas de constitution de partie civile, il n'y a pas possibilité d'obtenir réparation devant cette juridiction. D'ailleurs, on n'y aura même pas accès. C'est une chose incroyable. J'ai rédigé la plainte, je l'ai déposée, je suis en relation avec la commission d'instruction, mais si cette affaire vient pour être jugée, je ne pourrai pas aller devant la Cour de justice, je ne pourrai pas plaider dans l'intérêt de Monsieur Zamboni. La procédure ne me le permet pas. Ce qui est quand même une aberration, quoi. Ah oui, non, j'avoue que je pourrais pas. Je serais spectateur. Et donc, ce que je pense, c'est que lorsque cette affaire viendra au stade de la juridiction de jugement, puisque ce sont des parlementaires qui jugent, le jugement sera
au moins en partie politique. Hein. Donc là-dessus, je ne fais pas de pronostic. Là, j'en sais strictement rien. Pour ce qui est de l'enquête actuellement diligentée par le parquet de Metz, là, c'est autre chose. Là, cette affaire viendra, j'espère, devant le tribunal correctionnel, parce que ça viendra pas avant les présidentielles. Non, à mon avis, non. Donc là, il y a une sorte d'effet d'annonce. Normalement, Olivier Véran devrait être mis en examen pour les mêmes chefs. À mon avis, ça devrait suivre, oui. Ouais. Ça devrait suivre. Mais non, aucune chance ou aucun risque, c'est une question de point de vue, que cette affaire soit jugée avant l'élection présidentielle de l'année prochaine, non. Et toi, ta médiatisation, là, est-ce que des confrères avocats ou magistrats t'ont félicité, ou est-ce que c'est pareil dès que... Non, pas du tout. Et alors, j'ai fait une découverte aujourd'hui. Donc, j'ai vu du monde, j'ai vu des clients notamment, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai vu mes confrères du cabinet, puisqu'on est quand même 6 avocats au cabinet. Eh ben, figure-toi que contrairement à ce que je pensais, les gens regardent peu la télévision et peu les chaînes info. Et j'ai été peu vu. Pourtant, j'ai fait 2 fois LCI, 2 fois BFM, 2 fois France TV, enfin France Info TV, plus RMC, plus France 2, plus France 3. Et en fait, ce que m'ont dit les personnes, alors certains avaient entendu dire, c'est qu'ils en ont tellement marre du climat général qu'il y a sur les chaînes d'information qu'ils n'écoutent plus. Bon, bah, donc voilà. Espérons qu'ils regardent Blast, en tout cas. Oui. Mais Blast, c'est autre chose. Blast est un combat quotidien. Et écoute, j'étais ravi de t'appeler. Et le hasard, c'est vrai qu'il y a une demi-heure, je pensais pas qu'on ferait cet entretien, mais voilà, j'avais envie de comprendre et je pense que tu nous as donné quelques clés, quoi. Donc voilà. Et puis si tu es abonné à Blast, toi? Ah oui, je suis fondateur même. Non, fondateur. Oui, c'est vrai que tu as participé à la campagne au départ. Donc voilà, non, je dis ça, c'est pour amener tout, tu sais, pour dire aux gens abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous. On a besoin pour garder cette indépendance et pour ne pas être le JDD financé largement par l'argent du pouvoir. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve franchement 6 pages, la une avec la tête de Buzyn, c'est honteux. Et nous, on n'est pas, on a moins d'audience, encore que, faut voir. En tout cas, on est indépendant, quoi. Il faut qu'on existe pour contrer la propagande, puisque c'est vraiment de la propagande d'État. Et il n'y a pas que le JDD, hein. Parce que surtout les plateaux télé, BFM. Les plateaux télé, c'est incroyable. Dans le cadre de la crise de la Covid-19, les plateaux télé c'est la Pravda sous Brejnev, quoi. Il n'y a aucune discussion possible, notamment sur la stratégie qui a été choisie par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie. L'essentiel est cette mise en examen et cette procédure qui a abouti, dont je te félicite et je suis content que ce soit toi content. Je veux dire, le problème, c'est pas d'être content ou pas content. Je trouve que le débat qui est posé, et c'est pour ça que je t'ai posé des questions en te lisant l'édito du JDD, et quand même montre quand même à quel point la France est complètement à côté de la plaque au niveau des grands médias, quoi. Parce que j'ai un peu suivi tout ce qui s'est dit autour de Buzyn et tous ces éditorialistes qui ont parlé. J'ai cité Gattegno parce que lui, c'est quand même la cerise sur le gâteau, mais ils sont tous comme ça, quoi, parce qu'ils sont tous plus ou moins liés. C'est pas pour mais l'indépendance, elle se voit là, quoi. On voit bien que il y a quand il y a eu cette mise en examen quand on t'entend, on voit bien qu'il y a une logique judiciaire et morale derrière. L'armée de soldats qui s'est mise autour de Buzyn, que ce soit des politiques, mais surtout, et c'est plus grave, des journalistes, c'est très impressionnant. C'est impressionnant parce qu'il y en a 50, quoi. Il y en a très très peu qui ont dit mais attendez, c'est normal, en Norvège, je veux dire, ou dans d'autres pays, il y a une sorte de logique, il y a une humilité du politique, il y a l'idée que les politiques sont responsables, il y a un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus sain, quoi. Et là, c'est une bataille permanente, quoi. Tu sais, Denis, quand certains disent oh là là, on vit en dictature, alors évidemment, on les tourne en ridicule en disant allez donc en Afghanistan, etc. Évidemment, il n'y a aucun rapport et on est encore une démocratie et un état de droit. Mais quand dans une démocratie, on n'a plus que 25 à 30% d'électeurs qui se déplacent aux urnes, quand on a un recul des libertés publiques comme celui auquel on a assisté à l'occasion de cette épidémie et auquel on avait déjà assisté
lors des événements en rapport avec le terrorisme dans les années précédentes. Quand on a des grands médias qui sont détenus aujourd'hui à 90% par des milliardaires, des multinationales, enfin des gens très riches. Quand on a des plateaux télé comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure, où il y a très peu de place pour les paroles divergentes. On se dit qu'on est en train de vivre quelque chose qui est inédit, hein, qui est nouveau, qui est en train de s'inventer, qui formellement est encore une démocratie, mais qui commence à ressembler à autre chose en même temps. Hein. Tu sais que j'ai publié un petit bouquin sur les réseaux sociaux et leur impact sur la démocratie. Ça aussi, hein, il faudrait y réfléchir. Hein. Je pense qu'il est en train de se mettre en place quelque chose qui formellement est toujours une démocratie, mais qui en réalité l'est de moins en moins. Mais c'est un autre débat. On va faire en sorte si les réseaux sociaux nous censurent pas trop, si YouTube continue à diffuser nos programmes, on a en 3 mois la bonne nouvelle, en 4 mois on arrive à 250 000 abonnés sur YouTube, on est bientôt à 15 000 abonnés à Blast, donc on voit bien, on a levé pas loin d'1 million d'euros quand on a fait la campagne, donc on voit bien qu'il y a une sorte de soif et de besoin des gens de faire exister des médias différents, et ces gens, il faut qu'ils comprennent que cette indépendance a un coût et que la gratuité de l'information c'est un leurre, quoi, et que croire à ça c'est commencer à entrer dans autre chose évidemment qu'une démocratie. En tout cas, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Je vais couper l'enregistrement. Merci de m'avoir donné un peu de ton temps. Et puis, j'espère que la procédure ira à son terme et que Agnès Buzyn on verra, on ne va pas préjuger, mais je veux dire, si elle est coupable et si elle est responsable de quelque chose, qu'elle soit condamnée me semble pas complètement surnaturel. Après, si elle a des arguments et que la Cour de justice lui accorde un non-lieu ou la relaxe. Une relaxe. Pourquoi pas. Le non-lieu pourrait venir éventuellement de la commission d'instruction. Si ça va jusqu'à la juridiction de jugement, ça serait éventuellement une relaxe. D'accord. Bon, merci Bertrand et à bientôt pour le sandwich.